Voici James Darewood Harper Jr., ingénieur en électronique installé au cœur de la Silicon Valley lors des grandes périodes de prospérité technologique du XXe siècle. Il était l'entrepreneur high-tech par excellence de son époque. C'était un génie de l'ingénierie et un inventeur, mais aussi un détourneur de fonds, alcoolique et tricheur. Mais il était encore plus que tout cela. Il était aussi un espion, vendant les secrets les plus classifiés de l'Amérique sur la technologie des missiles balistiques au bloc soviétique pendant une période cruciale de la course aux armements de la guerre froide. La trahison de Harper était du genre qu'on n'avait pas vu depuis Julius et Ethel Rosenberg, des décennies sont plus tôt. Les effets de son espionnage et des secrets qu'il a révélés concernant la technologie des missiles balistiques se font probablement encore sentir aujourd'hui aux États-Unis. Pour la première fois, Zach Dorfman, un journaliste primé spécialisé dans le renseignement et la sécurité nationale, révèle la véritable histoire de James Harper dans son nouveau podcast Spy Valley. À partir de documents déclassifiés, de preuves judiciaires et de longues conversations téléphoniques avec James Harper, Zach révèle une histoire d'espionnage et de trahison à grande échelle. Merci à Zach et à Project Brazen d'avoir permis à la chaîne d'accéder en avant-première au podcast. Consultez les liens dans la description ci-dessous pour écouter Spy Valley, la trahison nucléaire d'un ingénieur, disponible partout où vous trouvez vos podcasts. James Darewood Harper Jr. est né en 1933. Il était l'enfant du milieu parmi 3 garçons. En grandissant à Fresno, Californie, lui et ses frères révélèrent un talent pour l'électronique. La famille Harper a beaucoup déménagé durant la Seconde Guerre mondiale, mais s'est finalement installée à Fairfield, en Californie, près de la baie. La vie de James Harper restera à jamais liée au centre technologique et d'innovation né dans le nord de la Californie dans les années 1940-1950. La Silicon Valley doit son nom au développement de microprocesseurs en silicium et autres technologies créées dans la région. Aimant pour les entreprises de haute technologie et les capital risqueurs, la Silicon Valley a joué un rôle essentiel dans le développement des technologies et applications militaires américaines. Elle est également devenue un terrain fertile pour l'espionnage industriel et l'espionnage de la guerre froide. C'est cette confluence de facteurs qui allait plus tard entraîner le jeune James Harper sur une voie sombre. Pendant ses années de lycée, James Harper était le sportif typique passionné de football américain et de voitures musclées. James a été enrôlé dans l'armée après avoir terminé le lycée, mais il n'a jamais vu de combat car la guerre de Corée touchait à sa fin. Il a plutôt profité de ce temps pour perfectionner ses compétences en ingénierie électronique. Après son service militaire, il a trouvé un emploi dans le sud de la Californie lors du boom aérospatial. Harper travaillait pour une entreprise au contrat lucratif avec le Pentagone, concevant les premiers missiles balistiques intercontinentaux américains. Il a quitté cet emploi après avoir frôlé la décapitation lors d'une expérience ratée sur les propergols solides. Dans son nouveau poste, Woody Elliott, il a travaillé sur des systèmes d'alerte nucléaire en Alaska, plus précisément sur le réseau de communication d'alerte précoce White Alice. Il a passé 18 mois dans le nord de l'Alaska, puis un autre séjour dans une base isolée appelée Tin City, qui se trouvait à seulement 55 miles de la Sibérie. Homme d'esprit entrepreneurial, James Harper a vite répondu à l'appel de la Silicon Valley pour tenter sa chance dans le privé. Vers le milieu des années 1960, James Harper réalisait le rêve de la Silicon Valley. Il avait épousé sa première femme, Colleen, avait fondé une famille et profité de l'essor technologique de la Silicon Valley. Il a créé sa propre entreprise, Harper Magnetics, et tout allait de mieux en mieux. Comme le montre l'histoire de Harper, il n'a jamais su apprécier sa chance quand tout allait bien. Il a rencontré une femme du nom de Louise Howell. Ses yeux verts et ses cheveux blonds se sont révélés irrésistibles pour un homme comme Harper, et ils ont rapidement commencé une liaison ensemble. Leur relation, marquée par l'alcool, alternait rupture et réconciliation. La relation illicite n'a pas duré, Louise ayant choisi de déménager à San Francisco pour mettre de la distance entre elle et Harper après la fin de leur liaison. La rupture de Harper avec sa petite amie n'était pas sa seule inquiétude. Son entreprise, Harper Magnetic, a rapidement fait faillite après une chute financière. En tentant de se reconstruire, Harper a travaillé chez Fairchild Semiconductor, l'entreprise à l'origine de la puce en silicium qui a donné son nom emblématique à la vallée. Insatisfait d'être simple employé, Harper a vite fondé une nouvelle entreprise, Harper Temps et Électronique. Il a inventé le premier chronomètre numérique au monde, qu'il a appelé l'AQ-Split.
Cependant, Harper a vite été évincé de son entreprise après avoir été accusé de détournement de fonds. Vers le milieu des années 1970, l'éclat de James Harper disparaissait. Il s'était séparé de sa femme, buvait excessivement, avait de multiples liaisons et jouait de façon compulsive. Toujours à la recherche de la prochaine grande opportunité, Harper commença à fréquenter l'un des grands acteurs de la Silicon Valley, un homme nommé Bill Hugel. Bill Hugel a été déterminant dans la création de la Silicon Valley, cofondant la Global Semiconductor Trade Association et se présentant sans succès au Congrès en 1972 comme démocrate. Hugel ne laissait jamais les scrupules l'empêcher de conclure une bonne affaire. Il croyait au libre-échange, même avec le plus grand rival de son pays, les soviétiques. Il collaborait secrètement avec les services de renseignement polonais, acquérant et vendant des technologies interdites au bloc soviétique via les Polonais. Harper considérait Hugel comme son mentor et voulait sa part du gâteau. Après avoir gagné la confiance de Hugel, Harper était devenu une sorte d'homme de main, voyageant pour intimider ceux qui avaient besoin de l'être et sans doute graissant quelques pattes. On lui donnait aussi des listes de composants électroniques demandés par le KGB qu'il se procurait pour Hugel en échange d'un paiement. Mais ce n'était que de la petite monnaie, rapportant quelques milliers de dollars, loin du pactole qu'Harper recherchait. Ce serait une rencontre fortuite dans un bar avec une ancienne flamme qui mettrait en marche les rouages du gros coup de Harper et de l'un des plus grands exploits d'espionnage de la guerre froide. Un soir, dans son bar habituel de la Silicon Valley, l'ex-petit ami de Harper est arrivé. Il ne l'avait pas vu depuis 13 ans. Louise s'était mariée puis avait divorcé, mais gardait toujours le nom de son ex-mari, Schuller. Louise et Harper se sont mis à discuter. Louise travaillait pour une entreprise technologique de la région de la baie, appelée Systems Control Incorporated. L'entreprise menait des recherches hautement secrètes sur des missiles balistiques pour le gouvernement américain. Louise était l'assistante du président de l'entreprise, Robert Larson. Elle était aussi sa maîtresse. C'est à ce moment-là que Harper a eu une révélation. System Control Incorporated détenait sans doute une mine d'informations précieuses pour les soviétiques. Et si Louise pouvait mettre la main dessus pour lui. Heureusement, Louise Schuller connaissait le coffre-fort où son patron gardait les recherches ultra confidentielles et la combinaison était sa date d'anniversaire. À la fin des années 1970, Harper a vu l'occasion de conclure un accord avec Bill Hugel et ses contacts polonais. À ce stade, Bill Hugel s'était déjà installé en Europe. C'était pour éviter la pression d'une enquête du FBI en cours sur ses transactions commerciales avec le bloc soviétique. Harper a contacté Hugel pour organiser une rencontre d'affaires. Sous prétexte de prendre des vacances en famille, Harper s'est rendu à Genève pour rencontrer Hugel en juillet 1979. Harper a montré à Hugel le type d'informations secrètes sur les missiles qu'il pouvait obtenir. Cela comprenait des documents hautement classifiés concernant le développement du missile balistique intercontinental Minuteman. Le Minuteman fut le premier missile balistique intercontinental à propergol solide des États-Unis, marquant une avancée technologique majeure. Ces missiles offraient pour la première fois la capacité de frapper des cibles partout dans le monde en quelques heures seulement. Combiné à une ogive nucléaire, le Minuteman missile balistique intercontinental est devenu un élément clé de l'arsenal nucléaire terrestre des États-Unis et l'un des piliers de son système de dissuasion nucléaire en triade. Déployé pour la première fois en 1970, le Minuteman III reste encore aujourd'hui la pierre angulaire de l'arsenal nucléaire américain. Les spécifications manuelles et données d'essai que James Harper voulait vendre auraient ni pu avantager les soviétiques dans la course aux armements nucléaires de la guerre froide. Pas surprenant que Harper ait eu des signes de dollars dans les yeux. Hugel a dit qu'il transmettrait cette information à son contact à Varsovie pour évaluer leur intérêt. Harper n'a reçu une réponse que quelques jours plus tard. Le KGB était intéressé. Très intéressé. Harper devait aller à Varsovie rencontrer Dzisław Ziojin, le contact polonais de Hugel. Officiellement ministre de l'industrie des machines-outils en Pologne, il était en réalité un agent des services de renseignement polonais, qui pour toutes les intentions et tous les usages était incontrôlé par le KGB. Escorté à la douane de l'aéroport de Varsovie,
Harper fut installé dans un hôtel de luxe et rencontra bientôt Zeogin avec Hugel. Il avait apporté avec lui un petit échantillon de documents liés au nucléaire volés dans le coffre-fort de Larsen, ainsi qu'une liste des autres documents qu'il savait pouvoir fournir par la suite. Zeogin fut impressionné. Un accord fut conclu. Un paiement de 15 000 $ serait remis en échange des documents, répartis équitablement entre Hugel, Harper et Louise. Harper était d'abord prudent pour protéger l'identité de Louise et éviter que les Soviétiques s'approchant de sa source. Il y avait cependant un piège. Serogin ne paierait l'argent qu'à leur prochaine rencontre, et seulement si les informations de Harper étaient jugées utiles. Harper, rusé comme toujours, a étoffé ses documents avec des informations non classifiées afin de justifier son prix élevé. Aussi importante qu'elle soit, il n'y avait aucune chance que les Soviétiques paièrent la somme princière d'1 million de dollars que Harper exigeait. Serogin a demandé à Harper de récolter un maximum d'informations, la question du prix restant en suspens. Ainsi, à son retour aux États-Unis, lui et Louise ont commencé à dérober en masse des documents du coffre-fort de Larsen. Ils accédaient au bureau après les heures de travail, sortaient des liasses de documents du coffre-fort, puis retournaient à l'appartement de Louise pour photocopier les documents jusque tard dans la nuit. Louise rapportait les documents tôt le matin avant qu'ils ne soient remarqués absents. Au milieu de tout cela, Harper et Louise Schuller avaient ravivé leur romance et vivaient ensemble. Après avoir tout volé, Harper et Hugel ont convenu de revoir Serogin quelques mois plus tard. Cette fois, la rencontre s'est tenue à Vienne, capitale mondiale de l'espionnage. Harper est arrivé en octobre 1979 et s'est enregistré à l'hôtel Intercontinental. Louise était à une conférence en Europe et a rejoint Harper à Vienne après celle-ci. Harper, Hugel et Serogin se sont retrouvés dans une chambre d'hôtel où Harper a dévoilé à Serogin les documents qu'il avait apportés. C'est alors que Harper a fait l'un de ses nombreux gestes audacieux. Il a dit à Serogin que Louise viendrait plus tard récupérer les 15 000 $ qu'il devait depuis la dernière rencontre et remettrait le dernier lot de documents photocopiés. Harper laissait sa source des documents secrets s'approcher dangereusement des Soviétiques. Quelque temps plus tard, lorsque Louise a déposé les documents, Serogin n'a pas payé. Louise est revenue dans la chambre d'hôtel de Harper, les mains vides, suivie peu après par un Serogin furieux. Les deux hommes se sont disputés à propos de l'argent, Serogin disant à Harper que ces documents étaient un jeu d'enfant et aussi inutile qu'une tasse de poix froide. En apprenant les faits, Hugel s'est mis dans une colère noire. Il est allé au bar de l'hôtel où était Serogin et s'est bruyamment disputé avec lui. Une violente dispute d'argent entre un Américain et un Polonais au centre de Vienne n'était pas discrète, ce qui a effrayé Harper. Lui et Louise ont décidé de rentrer précipitamment aux États-Unis. Serogin refusait de payer et minimisait la valeur des documents, ce qui faisait probablement partie d'une stratégie pour faire baisser le prix de Harper. Harper avait cependant convenu d'un plan de secours avec Hugel, qui s'était engagé à payer Harper si les Soviétiques ne respectaient pas leur part du marché. Hugel n'a jamais payé. La relation avec Harper s'est ensuite détériorée. Harper désespéré. Fauché, il avait révélé sa source sur les secrets des missiles américains. Sa relation avec Hugel se détériorait et les Soviétiques ne voulaient pas le payer. Contraints d'avancer face au bluff de Serogin, Harper et Louise ont copié près de 100 livres sterling de documents du coffre-fort de Larsen. Le couple était assis sur une mine d'or d'informations secrètes, mais il était trop dangereux de conserver les documents aussi longtemps en attendant de voir si un accord avec les Polonais pouvait être conclu. Comme toujours, Harper avait un plan. Il a fait appel à son ami Jack Stuffer pour l'aider à enterrer les documents le long du delta de la rivière Sacramento. Stuffer, sans scrupule, a accepté d'aider. Dans des cartons, Stuffer a transporté Harper sur son trimaran jusqu'à une île où Harper a enterré frénétiquement les documents à 1 mètre de profondeur dans la boue et le sable. Une fois cela fait, Harper devait trouver un moyen de contacter Zeogin sans que Hugel ne s'en rende compte. Harper a contacté une ex-petite amie suisse, Yuda Bushli, pour servir d'intermédiaire et organiser une rencontre avec Zeogin. Harper est donc revenu à Varsovie en mai 1980, mais la situation avait changé.
Zaogin a accueilli Harper à bras ouverts, sortant même une grosse liasse de billets de 100 dollars, représentant les 15 000 dollars qu'il lui devait depuis leur dernière rencontre. Harper touchait enfin son argent, mais il n'a pris que 10 000 dollars, craignant que prendre la part de Hugel ne lui cause plus de problème que cela n'en valait la peine. Malgré l'intérêt très clair des Soviétiques pour les documents volés par Harper, il n'y avait aucune chance qu'ils lui paient 1 million de dollars. Finalement, ils lui ont proposé 100 000 dollars. Pour Harper, c'était suffisant. Il est retourné en toute hâte dans la Silicon Valley avec l'intention de récupérer sa cachette de documents enterrés. Grâce à Stouffer, Harper est revenu là où il avait caché les documents, mais il a alors rencontré un gros problème. La rivière avait débordé et l'île sur laquelle il avait enterré les documents avait été complètement submergée. Les eaux parties, les documents restés détrempés. Pris de panique à l'idée que sa récompense ait été détruite, Harper rapporta les boîtes détrempées à l'appartement de Schuller, où ils séchèrent minutieusement toutes les pages. Après quelques jours d'attente, Harper poussa un immense soupir de soulagement. Les documents étaient encore lisibles. Il était temps de retourner à Varsovie et de livrer sa cargaison. Harper est revenu en Pologne en juin 1980, muni de valises remplies de secrets de missiles volés. Il a rencontré Zaogin dans un chalet en périphérie de Varsovie cette fois. Harper a remis les valises Bond au KGB qui avait fait venir 20 agents pour examiner les 2100 pages de documents qu'il avait apportés. 24 heures plus tard, Harper a reçu une bonne nouvelle. Il allait être payé. On lui a remis une grosse enveloppe remplie de billets de 100 dollars. Il devait ensuite trouver comment il allait ramener chez lui cet argent liquide douteux. Il a voyagé en Suisse avec sa petite amie européenne, Judah Bushli, et a dépensé une partie de son argent au casino. Il a tenté de déposer de l'argent liquide sur un nouveau compte bancaire français, mais la banque a refusé car Harper n'a pas pu justifier la provenance des fonds. À court d'options, Harper a décidé qu'il ne lui restait plus qu'à attacher 50 000 dollars à chacune de ses jambes et à espérer le meilleur au contrôle de sécurité de l'aéroport. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Par un incroyable coup de chance, il a passé la sécurité et la douane sans être contrôlé. De retour chez lui, Harper a remis 20 000 dollars à Stouffer pour l'aide apportée à cacher les documents et à garder le reste avec Schuller. Le couple est ensuite parti en voyage à Reno où ils se sont mariés à un moment donné pendant leur beuverie. Reste à savoir s'ils se sont mariés par amour ou pour les protections juridiques accordées aux conjoints. Harper est allé plusieurs fois en Pologne, revenant chaque fois avec de l'argent liquide après avoir vendu d'autres documents secrets. Les Polonais ont finalement décidé qu'il était trop risqué pour Harper d'apporter d'aussi grandes quantités de documents classifiés dans le pays. Étant donné que Harper avait refusé d'utiliser un caméscope qui lui avait été fourni pour filmer les documents, il a été décidé qu'à l'avenir, il rencontrerait un nouvel agent polonais au Mexique connu sous le nom de Jacques. En décembre 1980, Harper a rencontré Jacques pour la première fois à Mexico. Lors de leur deuxième rencontre, Harper et Schuller ont remis des documents qui étaient plus précieux pour les Soviétiques que tout ce qui avait été fourni auparavant. Mais Harper commençait à être nerveux. Il n'aimait pas la longue distance qu'il devait parcourir jusqu'à Mexico. Après avoir exprimé ses inquiétudes, le rendez-vous suivant eut lieu à Matamoros, bien plus au nord, près de la frontière américaine. Harper devenait imprévisible. Après avoir passé les 2 dernières années à vendre des secrets aux Soviétiques, sa paranoïa commença à s'installer. Lors de certaines réunions, il venait sans documents, mais exigeait plus d'argent pour les livraisons passées. Les Soviétiques commencèrent à perdre patience. En se rendant de nouveau à Varsovie en novembre 1981, la rencontre de Harper avec Zaogin fut tendue. Les deux hommes décidèrent que Harper verrait Jacques au Mexique début 1982 pour remettre 29 autres documents de la liste du KGB. Mais la rencontre n'eut jamais lieu. Quelques semaines avant la date, Harper reçut une carte codée de Jacques lui signalant l'annulation de la rencontre. Harper avait déjà été payé au moins 250 000 dollars, mais il semblait que sa source d'argent se tarissait. Il craignait aussi d'être attrapé. Pour se protéger contre d'éventuelles poursuites à l'avenir et dans l'espoir d'obtenir un autre gros paiement, Harper s'apprêtait à mettre en œuvre son plan le plus audacieux à ce jour. Voici Bill Doherty, un ancien marine, pilote de chasse et membre respecté de sa communauté.
De plus, il se trouvait qu'il était avocat de la défense et qu'il représentait des transfuges américains très médiatisés. Le plan de Harper était de se livrer au FBI, conclure un accord et s'enrichir. Sous le pseudonyme peu original de Jay, Harper a sollicité Bill Doherty pour une représentation légale. Il voulait changer de camp, passer de traître américain à héros américain. L'accord de Harper était qu'en échange de l'immunité contre les poursuites et d'un gros chèque, il deviendrait un agent double et espionnerait contre l'Union soviétique. Doherty a pris en charge le dossier de son client anonyme et a contacté le FBI. Toute la proposition était bien sûr absurde, mais les chasseurs d'espions du FBI voulaient en garder le mystérieux Jay de leur côté. Le FBI espérait que le flux continu d'indices et d'informations finirait par les mener jusqu'à l'espion qu'ils traquaient déjà. Ce que Harper et Doherty ne savaient même pas, c'est que la CIA était déjà au courant qu'ils avaient un espion parmi eux. Une taupe de la CIA travaillant pour les services de renseignement polonais, dont le nom de code était Caribou, avait averti la CIA qu'un espion opérant dans la Silicon Valley transmettait des informations nucléaires top secrètes aux Polonais. Comment Caribou le savait-il ? Il l'a appris lors d'un cocktail à Varsovie, où un haut responsable du renseignement polonais a reçu une médaille du KGB pour des renseignements précieux venant d'une source américaine. Cet officier du renseignement n'était autre que Zaogin. Caribou a expliqué à la CIA comment le KGB avait fait venir à Varsovie des spécialistes pour examiner les renseignements fournis par la taupe américaine. Ces révélations ont lancé une vaste chasse à la taupe, mais des mois durant, le FBI n'a pas su identifier l'espion de la Silicon Valley. Cependant, avec les informations reçues de Doherty, ce n'était plus qu'une question de temps avant que le FBI ne fasse le lien. L'approche de Harper auprès du FBI a eu lieu à un moment clé de la guerre froide. 1983 a été une période particulièrement tendue entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les Russes étaient convaincus que les États-Unis préparaient une frappe nucléaire préventive, une conviction alimentée en partie par l'exercice militaire de l'OTAN Abel Archer. Pour la CIA et le FBI, arrêter l'espion qui vendait les secrets les plus précieux des États-Unis concernant la technologie des missiles balistiques était une mission cruciale. James Harper a passé des semaines à raconter ses exploits à son avocat. Même s'il utilisait des pseudonymes pour ses associés, il a finalement identifié Bill Hugel. C'était important, car le FBI enquêtait sur Hugel depuis des années déjà. Le téléphone de Hugel était sur écoute, mais en négociant avisé, il ne parlait jamais ouvertement de ses affaires illicites au téléphone. Une avancée dans l'affaire finirait par arriver. Un dimanche matin, Harper a croisé un collègue ingénieur en faisant son jogging. Ils ont parlé affaires, puis sont repartis chacun de leur côté. Plus tard, Harper a donné le nom de cet ingénieur à Doherty, qu'il a ensuite transmis au FBI. En mars 1983, le FBI a retrouvé l'ingénieur et l'a interrogé. Cet ingénieur a mentionné un nom que le FBI n'avait jamais entendu auparavant, James Harper. Les enquêteurs étaient donc complètement perplexes. James Harper n'avait alors aucune habilitation de sécurité et ne travaillait sur rien lié aux missiles balistiques. Ils ont finalement réussi à résoudre l'énigme. Ils ont appris que Harper avait une petite amie, Louise Schuller, qui avait accès à des informations top secrètes sur les missiles. Cela a suffi pour placer Harper sur écoute et sous surveillance constante. Le FBI a découvert que Harper et Schuller prévoyaient un manteau des vacances à Petrolia, Californie. Le FBI craignait qu'ils ne cachent des documents là-bas, ou pire, qu'ils ne tentent donc de prendre la fuite. Le FBI a surveillé Harper et Schuller pendant leurs vacances, mais en vain. Après le retour de Harper et Schuller, le FBI a poursuivi sa surveillance et son attente. À la mi-1983, Louise Schuller était sur son lit de mort. Elle buvait depuis l'enfance et était devenue alcoolique à vie. Elle souffrait d'une cirrhose avancée du foie et il ne lui restait plus longtemps à vivre. Durant cette période, le FBI a vu Harper quitter son appartement pour soi-disant aller courir, alors qu'il rendait en fait visite à une petite amie du quartier. Louise Schuller était décédée le 22 juin 1983 à seulement 39 ans. Peu après la mort de Schuller, Harper s'est enfui avec une petite amie du Nevada. Il a été suivi jusqu'à Reno où il avait l'intention de se marier. De retour dans la Silicon Valley, le FBI a écouté des conversations dans lesquelles Harper se vantait auprès de son frère de l'argent qu'il cachait aux îles Caïmans, auprès de sa première femme, Colleen, de ne plus jamais avoir à travailler de sa vie, et auprès de sa fille de n'avoir jamais payé d'impôts.
Mais dans les heures d'enregistrement téléphonique, il n'avait rien dit sur l'espionnage nucléaire, ni sur l'endroit où il avait caché le reste des documents secrets. Le FBI n'avait pas non plus constaté d'actes illégaux de sa part. Les preuves étaient insuffisantes pour arrêter Harper. Au printemps 1983, John Gibbons, du bureau du procureur des États-Unis à San Francisco, a reçu un appel du département de la justice. On a dit à Gibbons que Harper demandait une immunité totale contre les poursuites et d'importantes sommes d'argent en échange de devenir un agent double pour la CIA. Après des années à vendre les secrets les plus dommageables aux soviétiques, Harper pensait que le pays qu'il avait trahi serait intéressé à travailler avec lui et à le payer pour ce privilège. Il n'y aurait évidemment aucun accord. Avec sa dernière manœuvre, Harper ne fit que se livrer aux autorités sur un plateau d'argent. Alors que le FBI voulait arrêter Harper immédiatement, Gibbons hésitait tant que des preuves directes de la trahison de Harper n'avaient pas été établies. À l'été 1983, le meilleur agent de la CIA, Caribou, a fait défection aux États-Unis avec l'aide de ses agents. Après des années quand Eza a aidé les États-Unis, il avait la promesse d'une nouvelle vie, mais son nouveau pays exigeait une dernière mission de sa part. Le ministère de la Justice voulait qu'il témoigne contre Harper lors du procès. Il était leur meilleur atout pour obtenir une condamnation. C'était une demande énorme. Alors que Caribou et sa famille vivaient sous la protection de la CIA, s'exposer lors d'un procès public pouvait le mettre en grand danger. Après que les Polonais ont appris sa défection, il a été condamné à mort par contumace. La CIA protégeait son agent et elle a mené une longue lutte avec le département de la justice pour savoir si Caribou serait obligé ou non de témoigner. Les procureurs envisageaient une issue au procès si Caribou témoignait, d'où la fin des jeux d'espionnage de Harper. Le 15 octobre 1981, Harper s'est réveillé comme d'habitude et a traîné dans son appartement, un café à la main, tout en lisant le journal. Il ignorait que des agents du FBI entouraient son appartement. En un instant, la tranquillité de l'appartement de Harper fut brisée lorsque des dizaines d'agents ont fait irruption par la porte et se sont rués sur lui. Pendant que Harper était en garde à vue, les autorités avaient encore beaucoup à faire pour prouver sa culpabilité devant un tribunal. La CIA avait refusé de permettre au ministère de la Justice d'appeler leur agent Caribou comme témoin vedette. Les procureurs devraient se débrouiller sans lui. Leur surveillance sur plusieurs mois n'ayant rien révélé, l'accusation devait obtenir des aveux de Harper. L'affaire a d'abord été confiée au juge Sam Conté du tribunal fédéral de district. Il avait la réputation d'être très sévère avec les criminels. Bien que la Cour suprême des États-Unis ait récemment statué que les espions condamnés ne pouvaient pas recevoir la peine de mort, le juge Comte a tout de même réussi à faire peur à Harper. Tremblant à l'idée de ce qu'il attendait, James Harper a subi une forte pression. Avoue, le juge pourrait alors être plus clément dans sa sentence. S'il allait au procès, les procureurs retiendraient donc toutes les charges contre lui. Harper a rapidement accepté l'accord. Il a tout avoué, y compris les rôles joués par Louise Schuller, Bill Hugel et Jack Stuffer. Le 19 mai 1984, James Harper a été condamné à la réclusion à perpétuité. Stuffer n'a jamais vu l'intérieur d'une cellule. Il a pris son bateau et est parti vers le Mexique. Il n'est jamais arrivé et on pense qu'il a eu un accident en mer puis s'est noyé. Après le procès, le FBI et la CIA voulaient arrêter Bill Hugel, mais malgré une fouille de sa maison et l'examen de ses finances, ils n'ont pas trouvé assez de preuves pour porter plainte. Hugel était bien plus prudent et moins téméraire que son ancien homme de main, James Harper. Au procès voté, cela aurait été la parole de Harper, un espion condamné, contre celle de l'un des capitaines d'industrie de la Silicon Valley. Hugel décida néanmoins de quitter les États-Unis et s'installa en Suisse. Il est décédé en 2003 à l'âge de 76 ans. Harper a passé 30 ans dans un pénitencier fédéral. Libéré sur parole en 2016, il a ensuite vécu dans le nord-ouest de l'Arkansas. À ce stade, c'était un vieil homme en mauvaise santé, vivant loin de sa Californie natale et séparé de sa famille. James Harper est décédé en août 2022 à l'âge de 89 ans. Ironiquement, en raison de son service militaire, il a eu droit à des funérailles militaires.